Bonjour et bienvenue à Pacte Pot. Alors moi c'est TK, Terry Coffin, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. Et voilà, pendant ce petit pause de Six Nations, j'ai l'énorme plaisir d'avoir un invité de taille. Aujourd'hui, on a Pierre Rabadin, donc ancien joueur de Stade Français, adjoint de la mairie de Paris, en fait en chargé de sport, géo et Paralympics. Pierre, bonjour. Bonjour. Et merci d'être là. Bonjour à tous. Salut TK, il faut dire alors comme ça. Voilà, c'est ça. Voilà, en fait, on a parlé avec Mathieu Blin l'année dernière, fin de l'année dernière, et j'avais demandé qui est-ce que je devrais inviter à l'émission. Il a dit, je suis obligé de parler avec toi. Donc voici ses mots. Il a dit plus de 15 ans de club avec Stade Français, 5 boucliers, troisième ligne le plus léger, mais le plus de matchs pour l'équipe à la fin de l'année. C'est ses mots, pas les miennes. Capitaine, équipe de France, puis maire adjoint pour les JO. C'est pas mal quand même l'introduction de Mathieu Blin. Oui, c'est un bon ami, donc il est sympa, mais je sais pas si j'étais le plus léger, j'étais pas le plus lourd, ça c'est sûr. Mais oui, c'est vrai que on avait souvent, je faisais pas partie des favoris, mais je terminais souvent avec souvent les saisons avec le plus de minutes de temps de jeu, donc voilà, c'est souvent l'histoire de ces profils comme les miens. Il y en a d'autres aujourd'hui, hein, mais voilà, qui essayent de travailler beaucoup pour l'équipe et qui au final, même si on leur préfère toujours sur le papier des joueurs plus imposants, finissent par faire le travail qu'on attend d'eux, on va dire. Écoute, on va parler de ta carrière sur le terrain et off le terrain aussi après. Et bien sûr de Paris, cette ville qu'on aime comme ville sportive. Je trouve que c'est dans les news aujourd'hui aussi avec NFL, donc c'est intéressant. Parfois, en fait, c'est difficile de démarrer une conversation comme ça avec. Est-ce qu'on démarre pour le début, est-ce qu'on démarre par la fin, mais pas aujourd'hui. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est un peu la mode en ce moment de parler de 2016. Et 2016, en fait, pour toi, c'était une année assez important parce que en 2015, tu étais championne de France pour la 5e fois, mais c'était ta dernière carrière, ta dernière année de rugby compétitif. Donc, parle-moi de toi il y a 10 ans, en 2016. Alors moi j'ai arrêté donc à l'été 2015 là juste après notre titre de champion de France, donc le dernier pour moi, qui est à date malheureusement aussi le dernier du Stade Français, hein, parce qu'ils en ont pas regagné depuis. C'est vrai que après j'ai eu la chance de finir aussi ma carrière par une tournée en Argentine avec les Barbarians français, qui était ma quatrième tournée, je crois, ou peut-être la cinquième même, avec cette équipe qui était pour moi une manière aussi de boucler la boucle d'une carrière finalement assez longue, mais qui aura été guidée par au-delà des performances, qui était évidemment le moteur premier, mais aussi un sens spécifique et une vision particulière du rugby. Et c'est vrai que ça, je l'ai beaucoup retrouvé dans l'état d'esprit qu'on a pu avoir avec les Barbarians français, et notamment lors de ces tournées qu'on a pu faire, qui étaient assez exceptionnelles. Donc j'ai arrêté ma carrière. Alors à la fois j'ai eu la chance de choisir entre guillemets ma dernière année, c'est-à-dire de me dire à l'intersaison précédente, bon ben voilà, il me reste un an de contrat et je veux pas aller plus loin parce que de toute façon je pense que je ne pouvais pas physiquement. Et donc j'ai vraiment apprécié chaque étape, même si malheureusement je me suis blessé assez gravement au dos lors de cette intersaison-là. Pour la petite anecdote, c'était sur un camp de l'ONU en jouant au foot au Burundi, parce que je suis allé avec une association humanitaire passer une petite semaine là-bas, et en jouant au foot bêtement avec des gens de l'ONU, de l'association avec laquelle j'ai été là, qui s'appelait Sport sans frontières et maintenant Play International. Je me suis Oui. vraiment fait une hernie. Et donc j'ai pas pu reprendre la saison. J'ai vraiment galéré pendant 4 mois avant de pouvoir rejouer. Et très honnêtement, j'ai vraiment forcé parce que je savais que c'était ma dernière saison et que je voulais reprendre le plus vite possible et essayer de pas finir sur une saison à très peu de matchs. Donc ça a été à la fois difficile, mais à la fois voilà, j'ai le souvenir, parce que maintenant c'était il y a 10 ans, d'avoir vraiment profité de chaque instant, que ce soit quand je jouais ou quand je jouais pas, d'être le plus possible dans acteur de la performance de l'équipe quand j'étais sur le terrain ou lorsque je jouais pas. Et c'est vrai que voilà, c'est terminé en apothéose, hein, parce que
on a gagné ce titre de champion de France en 2015. Et voilà. Et après, ben, j'ai tourné la page. Alors c'est toujours un moment très très difficile dans les carrières. Moi, j'ai commencé à être pro à 19 ans. Voilà, ça faisait 16 ans que je faisais ça en activité principale. Mais c'est vrai que j'ai fait beaucoup d'autres choses à côté aussi, parce que d'abord j'avais toujours l'impression que ça allait s'arrêter vite et rapidement. Et voilà. Et donc après, ben, l'année 2015, je suis rentré à la mairie de Paris quelques mois après avoir arrêté de jouer, sur proposition de Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui m'a demandé de rejoindre son équipe dans l'optique de la candidature des Jeux de Paris 2024 et pour m'occuper du sport dans son cabinet. Et c'était un monde très nouveau dans une période très particulière. Et voilà, donc l'année 2015 a terminé par le début de ma mission à la ville, et puis 2016, ce que tu l'évoquais, j'ai eu ma petite fille qui est née début janvier 2016. Donc voilà, ça fait beaucoup de changements, mais en même temps, c'était une période assez particulière. On a aussi vécu les attentats de Paris en novembre 2015. Donc voilà, il s'est passé beaucoup de choses émotionnellement très puissants. Et puis voilà. Et puis maintenant, on est 10 ans plus tard. Ouais, donc on regarde avec un peu de distance. Et là, tu étais papa de cette équipe et d'un coup, tu deviens en fait le nouveau dans une autre équipe, on va dire dans le mairie de Paris. Et pour toi, est-ce que donc tu te préparais ça, ce côté politique, t'avais déjà des idées d'aller là-dedans ou c'était un peu Pas du par tout, hasard? pas du tout. Non, non, j'avais pas du tout cette idée-là. J'avais préparé une reconversion totalement différente. Voilà, comme je te disais tout à l'heure, je faisais beaucoup d'activités en dehors du rugby. D'abord, j'ai essayé de continuer des études en parallèle de ma carrière, des études de journalisme. Puis après, j'ai fait des formations en gestion d'entreprise. Et puis après, j'ai fait une formation à Sciences Po plutôt sur la fin de ma carrière. Puis j'ai racheté une société. Voilà, donc j'ai fait de l'entrepreneuriat aussi. Et je faisais aussi beaucoup de conférences en entreprise pendant ma carrière. Donc, je pensais vraiment me reconvertir dans un premier temps là-dedans. Et c'est vrai que cette opportunité, en fait, elle est venue d'Anne Hidalgo elle-même, qui, lors de mon dernier match à Paris, avant les phases finales, donc parce qu'on n'est jamais sûr d'aller au bout des phases finales, j'avais fait inviter beaucoup de personnes qui avaient compté dans mon parcours, du moment où j'ai commencé le rugby jusqu'à la fin de ma carrière professionnelle. Et donc j'avais invité la maire de Paris notamment, que j'avais soutenu en 2014 pour son élection, et en faisant une vidéo tout simplement. Et elle m'a dit désolé, je peux pas venir, mais par contre je voudrais qu'on déjeune ensemble, j'ai quelque chose à te proposer. Donc elle avait Oui, sympa. attisé ma curiosité, et voilà, quand je suis rentré de la tournée avec les Barbarians, je suis allé déjeuner avec elle à l'hôtel de ville, sans imaginer que j'y passerais les 10 années qui allaient suivre. Voilà, et elle m'a proposé là, comme je disais tout à l'heure, d'intégrer son équipe pour travailler sur la candidature de Paris 2024 et sur le sport à Paris dans son cabinet. Donc Trop je bien. me souviens avoir dit mais ça consiste en quoi travailler dans un cabinet politique? Parce que très honnêtement, j'avais une idée assez peu claire de la mission. Voilà, donc elle m'a dit mais t'inquiète pas, voilà, les gens vont être bienveillants, vont t'accueillir, vont t'expliquer, etc. Bon, ça a été le cas. J'ai commencé quelques semaines après. Ouais. J'ai deux questions là-dedans. Est-ce que tu étais le seul gars comme toi qui avait tellement de choses qui se passaient pendant la saison, de refaire des études plusieurs fois, d'avoir un business à côté, d'être entrepreneur? Est-ce que tu étais assez unique à ce niveau-là? Unique, non. Je pense qu'il y a beaucoup qui faisaient d'autres choses à côté en parallèle du rugby. Mathieu, que tu as interviewé, était l'un de ceux-là. Hein. Mathieu, il a eu une activité très très nourrie aussi en dehors de sa carrière. Il y en a d'autres. Hein. Après, j'ai l'impression que au fur et à mesure des années, ça s'est réduit. Moi, je suis aussi la première génération qui a été que pro. Hein, le Oui. rugby en France est devenu professionnel en 95, mais disons que il a vécu avec une génération qui avait d'abord connu le rugby amateur, donc qui avait soit des formations, soit qui travaillaient à côté pour certains. Et moi, ma génération, on est vraiment la première génération. Quand on est arrivé à 18 ans, on nous a proposé des contrats, quoi. Voilà, donc c'était la première génération pro, et c'est vrai que ça s'est estompé au fur et à mesure. Les joueurs, c'est difficile hein, quand vous êtes pro de faire d'autres choses à côté. C'est chronophage. Hein,
vous vous entraînez beaucoup, faut récupérer, c'est très exigeant, voilà, et donc on peut facilement ne faire que ça. Et voilà, moi j'avais, comme je le disais tout à l'heure, peut-être un peu le questionnement de combien de temps ça va durer déjà d'être pro, parce que ça peut s'arrêter très vite et malheureusement il y en a pour qui ça a été le cas. Et puis après, même si tu fais une carrière correcte, quand tu t'arrêtes, qu'est-ce qui va se passer derrière? Donc de faire des choses à côté, ça m'a pas forcément donné la réponse, surtout par rapport à ce que j'ai fait aujourd'hui. Mais en tout cas, je trouve que moi, ça m'a beaucoup nourri. Ça m'a aussi permis de défocaliser un peu du rugby, parce que voilà, il y a aussi de la pression, du résultat, de la performance, de l'écosystème. Et je trouve que c'est bien d'avoir un pied dans le monde réel aussi, Ouais. en dehors du sport professionnel. Est-ce que c'est aussi être entre guillemets normal? Est-ce que ça descend un peu de les pressions du terrain aussi, qu'on est juste dans la classe comme tous les autres et on avec un devoir à faire? Ouais, sans doute, sans doute. Il y a un peu de tout ça. Je pense que c'est plusieurs ressentis, et puis après c'est aux besoins de chacun, hein, mais je me souviens qu'il y avait beaucoup de mes coéquipiers qui me chambraient quoi, en me disant mais qu'est-ce que tu vas faire, aller à droite à gauche tout le temps, sur les journées de repos, sur tout ça. Mais moi j'en avais besoin, pour me nourrir personnellement, et puis pour voilà, pour connaître d'autres choses. Et c'est aussi lié au fait que j'ai fait toute ma carrière à Paris. Voilà, à Paris il y a beaucoup de choses qui se passent en dehors aussi du sport et du rugby en particulier, même si Oui, on a connu des années uniques, hein, je pense, avec le Stade Français de cette époque-là, dans le début du rugby pro, dans l'évolution par rapport à l'image des joueurs de rugby et ce à quoi on a participé. Mais pour moi, c'était important, voilà, de nourrir autre chose, voilà, sans dire que c'était mieux de faire ça que d'être pro à 100%. Et je l'ai été parfois, parce que je me suis aussi beaucoup épuisé à faire plein de choses par ailleurs. Mais voilà, j'ai eu, je me suis posé souvent des questions, hein, aussi. Est-ce que c'est la meilleure manière, voilà, d'accompagner ta carrière? Est-ce qu'il faut pas faire que ça? Est-ce qu'il faut pas se concentrer vraiment que là-dessus? Mais ça a été mon parcours en tout cas. ouais, ouais, c'est intéressant parce que quand je regardais, quand j'ai préparé pour aujourd'hui, je me disais waouh, est-ce qu'il y avait des moments de doute aussi dans tout ça? Parce que pour à l'extérieur, ça a l'air fluide. En fait, ben aussi il y avait un passage au 7, il me semble, au Sevens. Ouais, Il y a des caps en équipe de France. Je me dis waouh, est-ce qu'il y avait des moments de doute quand même par rapport à tous ces différents projets? bien sûr. Alors peut-être les plus talentueux ou les gens qui sont à un tel niveau de performance permanent qui ne connaissent pas ces moments-là. Mais évidemment, quand on est jugé en permanence, parce que quand vous êtes sportif de haut niveau, et en particulier sur les sports collectifs où vous êtes en concurrence en interne du club, puis après vous faites des matchs qu'il faut gagner, puis là vous êtes étalonné par l'entraîneur, par les médias, etc. Les moments de doute, ils sont très très réguliers. Les choix de vie que vous faites, ils sont aussi, ils influent forcément sur tout ça. Oui, oui, bien sûr, il y a eu énormément de doutes sur des choix. Est-ce qu'il faut rester dans le même club? Est-ce qu'il faut partir? Est-ce que ma préparation est bonne? Est-ce que je vais revenir d'une blessure? Est-ce que voilà, moi je suis resté dans le même club, mais j'ai eu 9 entraîneurs différents. Donc il y a eu un Oui, turnover très important. Donc voilà, est-ce que l'entraîneur qui arrive, généralement, il veut pas trop des gens qui étaient là avant. Enfin voilà. Donc bien sûr, les carrières pro, elles font une place permanente au doute, mais il faut réussir à se construire. Et je le dis parce que finalement, Mathieu a eu des mots très gentils à mon égard quand il t'a parlé de moi. Mais lui, il a été pour moi une stabilité majeure aussi, et un élément de la réussite sur la durée, puisque on s'est connus en junior quand je suis arrivé à Paris. Lui était le capitaine de cette équipe et on a fait un peu nos carrières en parallèle. Et c'était pour moi un élément majeur, même si je m'entendais de manière assez exceptionnelle avec les groupes de joueurs qu'on a pu connaître en dehors même du talent très grand qu'ils avaient sur le terrain. On a besoin d'un équilibre, voilà, qui pour faire face à ces doutes qui sont permanents.
J'ai plein de questions là-dedans. En fait, cette histoire, c'est vrai que de rester dans le même club, on a la chance d'avoir DJ Planin qui passe assez souvent à l'émission L'Homme de l'USAP depuis longtemps. Et je me dis, pour toi, est-ce qu'il n'y avait pas des occasions, et surtout internationales aussi, parce que à cette époque-là, il y avait pas mal de personnes qui sont parties jouer en Angleterre. Est-ce que ça t'a jamais tenté à ce niveau-là? Si, bien sûr que ça m'a tenté, y compris l'étranger. Mais voilà, moi, j'avais trois principes pour essayer de pas être trop long. Le premier, c'était de savoir si j'avais intérêt à partir sportivement. Est-ce que ailleurs que dans le club dans lequel j'étais, c'était plus intéressant sportivement pour moi? Jusqu'à 2010, la réponse était clairement non, puisque j'étais dans un club qui avait un niveau et une ambition sportive satisfaisant, qui gagnait souvent des titres, pas tout le temps, mais évidemment, mais assez régulièrement, et je jouais. Donc j'avais peu d'intérêt à aller ailleurs dans un cadre peut-être moins compétitif et sans être sûr forcément de pouvoir jouer. Ça, c'était mon premier critère. Le deuxième était le cadre de vie. Est-ce que le cadre de vie me convenait et est-ce que je m'épanouissais dans ce cadre-là? Et la réponse à Paris a toujours été et toujours oui, parce que je suis tombé amoureux de cette ville en y arrivant et je le suis encore plus aujourd'hui. Et le troisième critère était un critère plus d'ordre financier, de contractuel, si je peux dire, et celui-là a été plus souvent mis en difficulté, parce que quand on est depuis longtemps dans un club, on est souvent le plus mal payé. Mais comme il n'arrivait qu'en troisième et qu'il était toujours après les deux autres critères, c'est pour ça que je me suis jamais vraiment posé la question. La question s'est posée quand je suis arrivé autour de 30 ans. Le club connaissait quelques saisons sportives plus difficiles en termes de résultats. Du coup, s'est posé pour moi la question de savoir, voilà, ça fait 12 ans plus de 10 ans que tu es au club. Et oui, peut-être les temps sont plus difficiles, mais est-ce que c'est maintenant qu'il faut partir alors que tu as eu la chance de connaître une époque formidable? Et voilà, c'est à ce moment-là que j'ai fait le choix qui n'était pas que le mien, parce qu'il fallait aussi que le club veuille me garder, que je continue à être performant, etc. Mais que j'ai fait le choix de rester et de finir à Paris avec la mission des joueurs qui étaient avec moi à l'époque de remettre le club sur des bons rails, voilà, avant d'arrêter de passer la main. Ouais, et c'est incroyable parce que tu as plus de 300 caps avec Stade Français et c'est presque autant que Rougerie à Clermont. C'est vraiment c'est dans les je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui ont plus de 300 caps avec leur club. Je sais pas, il y a un débat autour du nombre de matchs parce que comme les comptes généralement démarrent au début du top 16. Moi, j'ai même commencé avant. Donc, je pense que je suis autour de 300, un peu moins de 350. Je dois être autour de Ah oui, 345. carrément, ok. Toute compétition confondue avec le Stade Français. Mais oui, bien sûr, il y a peu de joueurs. Il y en a quelques-uns quand même. Et il y en a un encore au Stade Français qui s'appelle Paul Gabriac, qui est le capitaine d'ailleurs actuel, qui va peut-être battre mon record. Je lui souhaite en tout cas. Il le mérite largement. Mais voilà, je serais très heureux qu'il le fasse parce que je l'ai vu arriver tout jeune aussi et j'ai vu rapidement dans son ADN que c'est quelqu'un qui voulait s'épanouir dans ce club-là, plus qu'ailleurs. Alors après, peut-être qu'il changera de club à terme, mais je crois pas. Il le fait de manière remarquable. Oui, c'est un peu difficile de commenter ses propres parcours, mais oui, il y a des joueurs comme Aurélien Rougerie, mais qui lui est encore arrivé au club tout petit. Moi, j'ai commencé le rugby à 14 ans, déjà, c'est relativement tard. Et après, je suis arrivé à Paris à 18 ans en junior, et après, ben, les années pro se sont succédées. Mais il faut savoir que quand je suis arrivé à Paris, c'était pas pour signer un contrat pro, hein, j'étais junior. Et il y avait aucune évidence à ce que je devienne professionnel. Donc tout ça s'est fait après avec les opportunités. Et voilà, faut savoir faut arriver à les saisir les opportunités. Mais il y avait plein de joueurs qui avaient les mêmes capacités que moi à cette période. C'est juste qu'il y a un moment, faut prendre la perche qu'on nous tend et saisir l'opportunité. C'est quoi alors ta différence sportivement? Ouais, écoute, je pense que d'abord j'ai eu conscience plusieurs fois dans ma carrière que je jouais sur certains matchs à la suite de cette carrière-là. C'est-à-dire que je pense que j'ai eu
de mémoire 5 ou 6 matchs très identifiés où je savais que si j'étais bon sur ce match, en gros, je pourrais continuer l'aventure, ou en tout cas, j'aurais mon destin entre les mains, je pourrais choisir de continuer dans ce club ou pas. Et si ça n'avait pas été le cas, peut-être que l'histoire aurait été différente. Donc, ça a été à chaque fois une préparation bien spécifique, mentale notamment, pour essayer d'être le plus performant possible. Et comme j'ai dû être pas loin de l'atteindre l'objectif puisque j'y suis resté. Après, je sais pas, c'est aussi une certaine forme de sérieux dans la préparation et de travail, parce que voilà, je pense que j'étais pas le plus armé physiquement pour faire une carrière de cette longueur au plus haut niveau du rugby. J'étais pas très costaud. Voilà, j'avais quelques qualités, mais comme plein d'autres joueurs. Et voilà, après j'ai essayé de m'adapter, de travailler le plus possible sur mes qualités et puis de progresser sur mes limites. Mais après je sais pas dire, je sais pas expliquer exactement tout ça, mais je pense que j'ai eu aussi beaucoup de chance. Je suis arrivé dans un club qui voulait un peu révolutionner les codes. J'ai trouvé ma place dans un collectif qui était à la fois très exigeant en termes de niveau sportif, mais qui me correspondait bien parce qu'il faisait écho à plein de gens qui arrivaient d'univers différents et qui avaient envie de construire autour d'un club une réussite spécifique à un endroit donné. Et ça, voilà, ça correspondait à l'idée par laquelle j'étais arrivé dans ce sport. Bah, j'entends des choses qui sont très importantes dans le monde de business aussi. Cette espèce de force mentale, d'être régulier, d'avoir un objectif, de savoir performer au moment où il faut. Il y a quelque chose par rapport à ce changement aussi de génération, parce que tu dis, bah, t'es arrivé, c'était début des années pro, et en fait, quand t'es parti, bah, 2015, bah, c'était vraiment professionnel. Il y a aussi un espace de mondialisation aussi. Tu viens du sud, si je me trompe pas. Et voilà, le rugby n'était Sud plus de la juste un France, hein, sport du pas de sud. l'hémisphère sud. C'est vrai. D'ailleurs, c'est Aix-en-Provence, c'est ça? Ouais, ouais, c'est ça. Tu voulais jamais jouer au foot américain chez les Argonautes? Ah, je me souviens très bien, effectivement, que des Argonautes qui a été un peu le sport à la mode à Aix, en tout cas celui qui était joué au plus haut niveau. Non, non, mais j'ai fait beaucoup d'autres sports avant le rugby à Aix, mais c'est vrai que j'ai été attiré par la convivialité du rugby en fait. J'avais des potes qui sont toujours mes amis d'enfance aujourd'hui, qui racontaient tout le temps ce qui se passait au rugby. Et moi qui faisais à l'époque un sport individuel, je faisais du BMX Ah ouais. race, voilà, ça n'a rien à voir. Et voilà, et puis il se trouve que je me suis fait voler mon vélo pendant les vacances. Et du coup, je me suis dit, allez, c'est le moment d'essayer un autre sport. Et c'est comme ça que je suis arrivé au rugby. Et oui, et aujourd'hui, on peut dire que ça a changé ma vie. Mais évidemment, à l'époque, j'en avais absolument pas conscience. Et j'ai vraiment commencé le rugby en 2014 en étant marqué d'abord par la Coupe du Monde en 2015, en découvrant vraiment cet univers-là au travers de la Coupe du Monde en 2015. Et puis, en étant tout de suite séduit par l'écosystème du rugby avant de mieux découvrir le jeu et ses différentes facettes. Mais oui, à Aix-en-Provence aujourd'hui, c'est un super club, hein, Provence Rugby. C'est un club de Pro D2 qui aspire un jour à monter en top 14 et j'espère y rester. Je leur souhaite en tout cas. Mais moi, quand j'y étais, on n'était pas du tout au même niveau, hein. On était en Fédéral 3 et c'était l'équivalent de la 5e division. Et moi, avant de venir au Stade Français, j'ai joué la montée Fédéral 3, Fédéral 2. Voilà, mais voilà on va dire le fait que j'ai été repéré est plus lié au fait que j'ai joué en équipe de France moins de 18 ans. À l'époque, en étant à Aix, Ah, ok. c'était une espèce de miracle, hein, parce que c'était un club qui n'était pas du tout dans les suivis par les détections. Voilà, on était très loin du haut niveau. Donc voilà, c'est un des entraîneurs de cette équipe qui a entraîné les trois quarts pour le coup, qui s'appelait Jean Bidal et qui m'a repéré sur un match et qui a poussé mon nom. Et voilà, par un concours de circonstances, une blessure, finalement, je me suis retrouvé sur la feuille de match du premier match du tournoi des 5 nations de l'époque. Et puis après, ben voilà, quand vous jouez en équipe de France moins de 18, évidemment
les clubs vous repèrent et on rentre dans le giron plus du haut niveau. Mais voilà, j'ai eu l'occasion de le remercier parce que s'il n'avait pas insisté, peut-être que tout cela ne serait jamais arrivé. Et c'est marrant parce que tu as parlé de ce changement de coach. Tu as dit 8 en 16 ans, quelque chose comme ça. Ouais. En fait, c'est carrément tous les 2 ans. Mais en même temps, c'était des années phares pour Stade Français, dans le sens qu'il y avait 5... c'est pas tous les 3 ans non plus, parce que ça s'était pas groupé comme ça, mais c'était quand même des années phares pour Stade Français. Mais pourquoi il y avait un tel bon, on va dire, réussite, mais avec tellement de changements en même temps? Plusieurs paramètres. D'abord parce que on était un club exigeant sur les résultats, mais le contre-exemple de ça, c'est clairement que c'est d'ailleurs moi mon meilleur souvenir d'entraîneur que j'ai pu avoir, mais c'était Nick Mallette en 2003-2004. Il a fait 2 ans au Stade Français. On a été double champion de France et il s'est fait virer quand même après les 2 ans. Voilà, donc non, il y a plusieurs paramètres. D'abord, on avait quand moi je suis arrivé dans cette équipe-là, un groupe et une équipe avec de très forts caractères. Donc il fallait des gens de caractère aussi pour diriger cette équipe. Et c'était pas facile parce qu'on avait des joueurs qui avaient une grosse expérience, qui étaient plutôt dans la fin de leur carrière et donc qui avaient une grande connaissance du rugby. Donc quand tout allait bien, ça marchait bien, mais il y avait à la fois du management et puis une exigence technique assez forte. Et puis faut se remettre dans le contexte de l'époque. Le Stade Français, c'était le petit club qui venait perturber l'hégémonie de Toulouse, voilà, de Biarritz, des grands clubs du rugby français. Et donc on était attendu au tournant aussi, voilà, avec toutes les facéties qui allaient avec ce club-là. Pour valider en fait toute la stratégie, il fallait qu'on gagne. Et ça, on en avait tous conscience. C'est-à-dire que faire tout ce qu'on a fait, les maillots roses, les calendriers, toutes les extravagances qu'on a pu mettre en place, qui ont un peu bousculé les codes du rugby, elles ne pouvaient être acceptées ou en tout cas pas trop moquées que si on était bon sportivement. Donc il y avait une pression du résultat puissante et puis un groupe aussi de fort caractère. Donc il fallait trouver des coachs qui étaient capables de s'adapter à ça et de proposer aussi des évolutions rugbystiques permanentes. Donc ça a amené pas mal d'exigences dans l'approche et dans la performance, mais ça faisait partie du charme aussi de ce club-là, mais oui, qui a peut-être souffert à un moment d'un manque de stabilité aussi. C'est marrant. Là, tu parles des grandes personnalités dans le club, mais aussi toi, t'es capitaine, t'avais des coachs dans un sens à gérer aussi, parce que qui va et qui vient. Des coachs qui sont aujourd'hui, on connaît tous Fabien Gatté, mais aussi Meko Cheka aussi, l'ancien coach d'Australie, Keseda qui coach des Étiens aujourd'hui. C'est vraiment des grands noms de le coaching aujourd'hui. En fait, j'avais un double question, si possible. C'est l'idée, peut-être on va faire la première, c'est mais qu'est-ce que tu as appris d'eux par rapport à comment gérer des personnalités? Est-ce que ça t'a aidé en tant que capitaine et comment est-ce que ça t'aide aujourd'hui dans le monde de business ou le monde on va dire de politique, mais j'imagine que tu gères une équipe aujourd'hui. Oui, oui, tout à fait. Bien sûr, chaque expérience, elle apprend. Alors, il y en a qui se font de manière plus fluide et d'autres de manière plus douloureuse. D'abord, il faut garder en tête que chacun des coachs que tu as énoncés et d'autres que j'ai pu avoir ont chacun une manière de fonctionner très différente. Donc se sont retrouvés aussi à la tête de ce club dans des moments différents, avec des générations différentes et avec une expérience différente. Fabien Galtier, il a démarré comme entraîneur au Stade Français. Donc je pense que c'est pas du tout aujourd'hui le sélectionneur de l'équipe de France. Il est qui correspond à l'entraîneur qu'il était en 2005 quand il a pris le club. Donc voilà, mais après voilà, j'en ai connu beaucoup effectivement de beaucoup de nationalités différentes. Mais oui, bien sûr, chacun m'a appris quelque part d'une expérience. Ça s'est souvent bien passé. Parfois, ça a pu être un peu conflictuel aussi. Et comme je dis, quand on est capitaine d'une équipe,
Évidemment, on a sa propre manière d'être, sa manière d'être un leader aussi, évidemment, mais elle dépend aussi beaucoup de comment l'entraîneur et le staff est en lien avec les joueurs. Voilà, vous pouvez parfois compenser ce que fait pas l'entraîneur, se substituer ou être complémentaire. Voilà, donc en fonction de chacun des cas, j'ai essayé aussi de comprendre et d'apprendre à amener parfois un complément, parfois à trouver une position qui était plus de soutien auprès des joueurs, de revendication parfois, et puis parfois d'opposition. Hein, ça a été le cas à plusieurs reprises aussi. Mais oui, bien sûr, pour répondre à ta question, ça m'a beaucoup appris sur la manière de gérer une équipe, la manière de gérer la hiérarchie et le rapport hiérarchique aussi. C'est évidemment très important dans une carrière. Quand un nouvel entraîneur il arrive, généralement, comme je disais tout à l'heure, il n'est pas trop envie de s'inscrire avec ce qu'il y avait avant lui. Il a plutôt envie Ouais. de partir sur une feuille blanche. Donc voilà, il faut aussi comprendre l'attente des entraîneurs et essayer de répondre à leur demande si on veut s'inscrire dans un projet, tout en lui amenant une connaissance de l'écosystème et du club dans lequel il arrive. Donc voilà, j'ai appris, j'ai gardé des relations bonnes avec la plupart d'entre eux. Et voilà, et celui avec qui j'ai vraiment le plus en phase en termes managériels, c'était vraiment Nick Mallett, comme je le disais tout à l'heure. Voilà, j'aimais. En fait, il a mis en place quelque chose vraiment qui moi je trouve très important dans les histoires collectives. Alors encore plus quand on est sur du sport de haut niveau, c'est qu'il traitait tout le monde de la même manière. Voilà, que ce soit le joueur le plus important de l'équipe qui joue tout le temps ou celui qui joue le moins et qui par delà a le rôle parfois le plus complexe, hein, parce qu'il a moins d'attention. C'est parfois ces joueurs-là qui sont les plus importants aussi dans l'équilibre d'une équipe. Ben, lui, il avait une manière de traiter tout le monde avec la même considération et avec la volonté que tout le monde soit impliqué dans le projet collectif. Et je pense que ça a été d'ailleurs le secret un des secrets de la réussite de cette époque-là. Et ça me vient à l'esprit, en fait, ce qui était régulier là-dedans, c'était toi, en fait. Tu étais là tout le long, tu as pu garder ta place et garder ton rôle dans cette équipe pendant tout ce temps-là. Tu as aussi pu être avec l'équipe de France et t'es allé aux States pour un de tes deux caps, c'était States et Canada, si je me trompe pas. Donc voilà, comment t'as trouvé mon pays à moi? Ouais, ben, c'était original comme tournée. À l'époque, le rugby était plus développé au Canada qu'aux États-Unis, donc maintenant je crois que ça s'est un peu rééquilibré, même si j'ai cru entendre que tout n'était pas aussi fluide que ce qu'on avait voulu Ouais, dire au départ sur le rugby américain. Mais il y a cet objectif de la Coupe du Monde, donc j'espère que ça va continuer à grandir. Non, moi, ça reste évidemment un magnifique souvenir, même s'il a été très compliqué pour moi personnellement pour deux raisons. C'est qu'à cette époque-là, et donc c'était après les 2 saisons de Nick Mallett dont je parlais tout à l'heure, j'ai joué presque 40 matchs par saison en 2020, en 2003 et 2004. Donc je suis arrivé en tournée de l'équipe de France à la fin de la 2e saison avec on va dire à la fois une volonté, une excitation très forte de prouver que je pouvais jouer au meilleur niveau, mais en même temps une usure physique voilà un peu importante, même si à 23, 24 ans on le matérialise pas et on le verbalise pas comme ça. Mais j'étais vraiment quand même un peu au bout du rouleau, et d'ailleurs je me suis blessé dès la reprise de la saison suivante. Voilà, mais oui, ça a été un bon souvenir. Bien sûr, c'est un immense honneur de représenter son pays. Et comme ça m'est pas arrivé beaucoup de fois dans le cadre de l'équipe de France, c'est la plus belle. J'en ai évidemment profité. Après, j'ai eu la chance de faire beaucoup de matchs internationaux, notamment avec les Barbarians français, comme je le disais. Et voilà, j'y ai pris aussi un plaisir énorme et des souvenirs très très forts aussi. J'imagine que, ouais, j'ai vu qu'il y avait un tournoi avec des Barbarians à Japan. Ça devait être super, super chouette quand même d'aller là-bas, manger des sushis et chanter des karaoke, non? Oui, oui, alors j'ai fait deux fois le Japon, 2 fois l'Argentine, une fois l'Afrique du Sud. Donc Ah, ouais, j'ai génial. eu la chance de faire plusieurs tournées.
Et oui, en plus, c'est un petit peu différent de l'équipe de France. Voilà, on a moins de pression du résultat, on a une approche qui à l'époque était beaucoup plus légère, mais avec une exigence quand même de réussite sportive. Mais oui, c'est vrai qu'on s'entraîne de manière beaucoup plus légère. Mais voilà, c'est assez exceptionnel. Malheureusement, je crois que ça ne verra plus le jour sous la forme où on l'a connu nous, qui était aussi du fait que c'était un organisme indépendant, alors qui était affilié aux Barbarians britanniques, mais qui était financé par Serge Kampf, qui n'est plus là aujourd'hui, et sur un modèle qu'on essaye de faire perdurer, mais qui est plus complexe dans un rugby qui s'est beaucoup professionnalisé et où il est difficile de disposer des joueurs. Mais en tout cas, on essaye avec plusieurs personnes là qui sont au bord du Barbarians avec moi de trouver des solutions pour faire perdurer cette histoire des Barbarians et cet aspect, cette approche si spécifique qui en font un objet qui est une identité forte du rugby aussi. Écoute, après ta carrière, donc tu as commencé dans ta nouvelle carrière dans la politique, dans le monde politique, mais aussi avant les JO, il y avait quand même le Coupe du Monde, donc peut-être c'était un bon Coupe du Monde de rugby, donc peut-être c'était un bon moyen de monter en puissance, on va dire. Et tu avais dit tout au début de l'entretien, de quoi s'agit-il de travailler dans ce monde de politique. Donc je te repose la question de qu'est-ce que c'est en fait, parce que moi en tant qu'Américain j'ai pas d'idée qu'est-ce que c'est de travailler pour la ville de Paris dans le monde du sport. C'est quoi ce travail? Alors déjà, j'ai eu deux travails différents, parce que j'ai été pendant 4 ans dans le cabinet de la maire, voilà, pour m'occuper des sujets sport et à l'époque de la candidature des Jeux, puis après du début de leur organisation. Et puis Ok, donc là c'est pour donc les là, c'est gagner, on vraiment va dire. voilà, c'était ça. Mais par ailleurs, je suivais tous les sujets sport en lien avec l'adjoint au sport que je suis depuis 2020. Mais à cette époque-là, je n'étais pas adjoint, donc la personne en charge au cabinet de la maire, il encadre le travail de l'adjoint et de la direction des sports, qui est quelque chose de très très gros à Paris. Hein, et donc depuis 2020, c'est effectivement moi en tant qu'élu qui la représente et qui la dirige. Mais c'est pour que tu aies une idée, la direction des sports à Paris, c'est à peu près 500 équipements sportifs à gérer, c'est 2600 personnes qui travaillent dans ces équipements sportifs. C'est un budget de 56 millions d'euros de fonctionnement, presque 80 millions d'investissements annuels. Voilà, donc c'est beaucoup de travail et de coordination, de suivi, de résolution de problèmes, de planification de travaux, de suivi des clubs de haut niveau, de suivi des associations sportives, voilà, de beaucoup d'interlocuteurs potentiels. Et donc, depuis 2020, où j'ai décidé d'essayer d'être élu, et ce que j'ai réussi à être, je suis effectivement là, adjoint à la maire, et j'avais en charge le sport, les Jeux olympiques et paralympiques, donc jusqu'à leur livraison en 2024 et leur héritage après. Et puis, j'ai récupéré aussi la délégation de la Seine, donc tout ce qui avait attrait au fleuve qui traverse Paris. Donc voilà, le travail était gigantesque. Hein. Voilà, j'ai J'imagine pas. peut-être ça aussi pour répondre un peu aussi à la question que tu donnais tout à l'heure, qu'est-ce qui m'a permis finalement de faire une carrière sportive de cette taille, de cette longueur, dans un contexte qui a évolué, etc. C'est que d'abord j'ai beaucoup travaillé quand j'étais sportif Oui. aussi pour essayer d'être au meilleur niveau. Et c'est vrai que ça m'a appris beaucoup. Et quand je suis arrivé dans cet univers différent de la politique, j'ai aussi particulièrement jusqu'en 2025 et encore même maintenant là dans mes dernières semaines en fonction avant la prochaine mandature, mais j'ai fourni énormément de travail. Voilà, ça a été presque trop sans doute à des moments, mais c'était aussi parce que j'avais beaucoup à faire et que je considère que c'est des postes qui sont des postes à beaucoup de responsabilités et qui sont exigeants, et que je veux être à la hauteur des responsabilités qui m'ont été confiées. Donc j'ai mis toute mon énergie à réussir la mission qui m'était proposée dans le cadre que je viens de décrire.
Bah écoute, grand bravo si personne l'a dit, je te l'ai dit parce qu'aujourd'hui je trouve que les JO de Paris c'est reconnu comme c'est maintenant le standard en fait pour des pays par la suite en fait, je trouve. Donc Oui, oui, super mais super ça va. réussite. Oui, oui, ça a été. J'étais évidemment moi le premier, extrêmement heureux et satisfait des Jeux Olympiques et Paralympiques qu'on a réussi à livrer, qui étaient peut-être même au-delà des ambitions qu'on s'était fixées, qui étaient malgré tout très élevées. Mais voilà, il faut. Moi, je n'ai pas oublié, même si il y a que le résultat qui compte, c'est toujours comme ça qu'il faut dire. Mais j'ai pas oublié le chemin pour y arriver. Le chemin, il a été parfois très douloureux, parfois très complexe. Mais voilà, évidemment, ce qui me fait le plus plaisir aujourd'hui, c'est que depuis enfin 1 an et demi que les Jeux sont terminés, j'ai pas croisé une personne qui m'a pas parlé d'un souvenir qu'il avait eu pendant ces Jeux Ouais. ou d'un moment de bonheur qu'il avait ressenti en étant sur les sites ou en suivant les compétitions à la télé. Voilà, donc c'est ça, voilà, ça c'est vraiment une très grande satisfaction personnelle. Et c'est vrai que on sort de les Jeux d'hiver, les Jeux Olympiques d'hiver là viennent de se terminer à Milan et c'était particulier de se replonger dans l'univers Ouais. olympique suite aux Jeux de Paris 2024. Ouais. Bah écoute, je te partage une aussi. Bah en fait, là, je suis allé pour le fauteuil rugby fauteuil en fait, et là j'étais avec mon ancien pack de potes Charlie et qui m'a présenté Mhm. une nouveau pack de potes Amalie, donc qui est avec dans l'émission aujourd'hui. Donc c'est là où j'ai fait la rencontre d'Amalie et j'ai passé un super moment d'apprendre un nouveau sport aussi. Tiens, en Ouais, parlant de ça, c'est bientôt les JO en France. On va dire la prochaine hiver. Est-ce que tu as un ouais. conseil, on va dire, pour les Alpes? Non, non, je me permettrai pas de donner de conseils puisque aujourd'hui je suis trop éloigné du dossier. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a une urgence à ce que ça aille mieux et pour aborder cette dernière ligne droite qui va passer extrêmement vite. Ce qui est sûr, c'est que moi j'ai travaillé quasiment 10 ans sur les Jeux Olympiques d'été, alors qui sont plus gros en termes de volume, mais les Jeux d'hiver ont une spécificité très particulière et le projet Alpes 2030 également. Donc voilà, ce qu'il faut souhaiter, c'est que voilà, on trouve une gouvernance qui soit opérationnelle le plus vite possible pour livrer des jeux à la hauteur de l'ambition que l'on a pour Alpes 2030, qui est un lieu. Moi, je suis un amoureux de la montagne aussi, voilà, qui est un terrain formidable pour faire le plus grand événement des sports d'hiver en 2030 en France. Tu avais dit aussi que c'est bon, c'est cette année, c'est les élections la maire actuelle, Madame Hidalgo, ne se présente pas, mais il me semble que toi, tu as envie de continuer, si c'est bien ça. Oui, oui, en tout cas, pour l'instant, je veux surtout qu'Emmanuel Grégoire soit réélu maire de Paris et que la gauche continue de diriger cette ville. Voilà, on a fait des transformations majeures et nécessaires pour cette ville, et je pense qu'elle va dans le bon sens. Voilà, face à un monde politique qui se radicalise, qui fait de la culture de la violence vraiment un atout du quotidien, qui est extrêmement dangereux, voilà, dans un contexte international très particulier, très belliqueux. Voilà, je crois que pour l'urgence climatique j'allais dire qui nous guette, mais qu'on subit déjà au quotidien, et pour tout ce qu'on on peut constater aujourd'hui en termes de changement de vie, voilà, dans une ville comme Paris, qui est une ville où il y a beaucoup de gens qui viennent, beaucoup de gens qui vivent. C'est une ville très dense. On a besoin de continuer d'amorcer cette transformation-là. Donc oui, j'ai envie que ça continue à aller dans le bon sens et qu'on soit pas dans un conservatisme rétrograde qui serait dangereux et pour l'évolution de la ville, et puis je pense pour les populations qui y vivent ou qui y viennent aussi. Donc voilà, moi j'ai envie effectivement de continuer. Donc on va voir le résultat va arriver dans quelques semaines maintenant. Mais oui, on est dans un moment plus globalement de grand danger politique, hein, où on voit que les extrêmes, les politiques populistes gagnent du terrain, que même certains
qui ne se disent ne pas l'être utilisent les mêmes techniques de propagande, de contre-vérité qui sont extrêmement dangereuses. Voilà, donc c'est pas à dire que tout ce qui a été fait est parfait, loin de là, mais je crois que on a pris un virage très très positif pour la ville de Paris, en tout cas c'est dans le champ sur lequel j'ai travaillé. Et toute autre évolution me semblerait ne pas aller dans le bon sens. Voilà. Ouais, Donc bon, j'espère qu'on arrive à apprendre un truc de ce qui se passe aux États-Unis, que ça n'arrive pas ici. Ça, c'est mon souhait exactement, perso. et ça nous guette à Paris et en France, Ouais. les deux. Mais en revenant sur le parti sport aussi, parce que tu disais, ben, on a beaucoup de progrès à Paris. Aussi, il y a NBA qui vient, il y a la NFL qui arrive aussi bientôt. Et Paris est vraiment, ça devient une ville internationale de sport. Et qu'est-ce que tu dirais à des personnes qui sont peut-être des Parisiens qui sont peut-être un peu moins sport, ou parce qu'il n'y a pas tous les Français qui adorent le rugby ou tous les Français qui aiment le sport. Pourquoi c'est une De bonne plus en chose pour ces plus. personnes-là? Oui, c'est vrai. Non, d'abord, oui, sur la politique des grands événements, c'est vrai que moi, comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis arrivé en 2015 à la ville, fin 2015, et quelques jours avant les attentats de novembre, qui ont été un choc extraordinaire dans le mauvais sens du terme. Et pour le coup, derrière, on recevait l'Euro 2016 en juin, donc 2016 de fait. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là aussi qu'on a décidé d'engager la ville de Paris dans la candidature des Jeux de 2024. Pourquoi je te dis ça? C'est que après on est allé vers une politique de développement, d'accueil des grands événements sportifs internationaux jusqu'à l'obtention des Jeux, et puis après jusqu'à 2024, jusqu'à organiser le plus grand d'entre eux avec les Jeux olympiques et paralympiques. Et évidemment, comme tu l'as cité tout à l'heure, avec aussi la réussite de la Coupe du Monde 2023, du moins sur son aspect organisationnel. Sur l'aspect sportif, on aurait évidemment aimé que la France la Oui. gagne, mais bon, j'espère que c'est que T'es pas la partie seule. remise. Voilà, donc non, oui, on est allé crescendo, et évidemment le succès magnifique des Jeux de Paris continue à faire de Paris un endroit peut-être encore aujourd'hui, hein, parce qu'il y a plusieurs classements internationaux qui nous ont positionnés comme la ville la plus attractive en termes de grands événements sportifs, suite évidemment à la réussite des Jeux. Ce que je pourrais dire aux gens, évidemment à Paris, on a une concurrence permanente. Il y a une telle offre culturelle, patrimoniale et sportive que évidemment tout le monde s'intéresse pas au sport, et ça serait d'ailleurs c'est le cas partout dans le monde, hein, mais le sport ça reste encore un des moments où le direct, l'émotion que génère le sport est assez unique. Et puis c'est un des seuls lieux où, quelle que soit notre culture, notre religion, notre appartenance sociale, eh ben, on apprend à vivre avec des gens différents dans un système qui est codifié, qui a des règles qu'il faut respecter. Et ça, c'est extrêmement précieux aujourd'hui. On n'a plus ce cadre-là qui fait qu'on fait société. Et pour faire société, il faut avoir des repères communs, il faut avoir des références communes, il faut avoir des souvenirs communs. Et le sport, ça crée ça, et ça génère des émotions qu'on trouve quasiment peu ailleurs, hein, enfin qu'il est très difficile de trouver ailleurs, qu'on le fasse ou qu'on le suive. Voilà, donc ça, pour quelqu'un qui est éloigné de ça, évidemment, je l'inciterai à s'intéresser à ça. Et d'ailleurs, l'occasion des Jeux olympiques et paralympiques ou de la Coupe du monde de rugby ou quoi, c'est d'élargir finalement le socle des gens qui s'intéressent et qui vont ressentir des émotions nouvelles, qui vont avoir un sentiment peut-être inconnu qui va se dévoiler chez eux, et qui demain vont être des amateurs de sport, et pourquoi pas vont se mettre à en faire. Parce que, et je conclus là-dessus, il y a aussi un enjeu majeur. Aujourd'hui, on bouge moins. Bon là, on se voit en visio, c'est bien, ça nous a permis de pas nous déplacer, mais on a des vies qui sont de plus en plus sédentaires, et l'impact sur la santé publique, il est gigantesque. Et donc, il faut qu'on apprenne dans nos quotidiens à mettre plus de mouvement, donc à faire plus d'activité physique, pas forcément du sport de compétition. Et ce goût-là, ce goût du sport, il vient aussi quand on l'observe, quand on le voit faire par quelqu'un d'autre, et quand on s'identifie à lui. Donc voilà, tout ça, c'est un long processus. Mais oui, aujourd'hui, Paris est une place forte du sport dans le monde, et il y a beaucoup voilà, d'organisateurs d'événements
qui ont envie de venir à Paris. On est très heureux de les accueillir, et notamment la NBA avec laquelle j'ai énormément travaillé ces dernières années pour accueillir des matchs de saison régulière, et ils vont même revenir l'année prochaine faire des summer camps maintenant aussi à Paris, et puis on va accueillir la NFL effectivement très prochainement. Bah écoute, c'est marrant parce qu'on démarre de cette question, tu as fait appel à 2016 et on a démarré cette discussion sur 2016 aussi, donc je pense que ça veut dire qu'on commence à boucler. Et oui, je te rejoins dans le sens que tout ce qu'on regarde à la télé, la seule chose qu'on regarde ensemble en ce moment, c'est que le sport en fait. Ça c'est évident. Et d'ailleurs, la dernière fois que j'ai joué un peu au rugby, bah c'était lors du Coupe du Monde. On est allé jouer un peu de toucher et ça fait du bien quand même. T'as complètement raison. Écoute, rapidement, 2 dernières questions. Six Nations. On vient de voir la victoire contre Italie. Est-ce qu'on peut le faire, ce Grand Slam? Je vois pas dans. Bon, après, c'est l'incertitude du sport, hein, mais je vois pas un scénario où on ne le ferait pas. Ça sera pas facile de gagner en Écosse, hein, parce que c'est une équipe imprévisible, voilà, qui a des joueurs de grande qualité. Mais il me semble, notamment sur le paquet d'avant, qu'on a on a une supériorité. Notamment en conquête et sur les phases statiques, qui est importante. On a une marge par rapport à l'Écosse qui vont je pense, nous permettre de gagner là-bas. Et l'équipe d'Angleterre actuelle n'est pas en mesure de venir battre la France en France quand elle va jouer le Grand Chelem. Donc je suis assez optimiste. Je l'étais déjà avant le début du tournoi, très honnêtement. Mais évidemment, maintenant, c'est encore plus facile, parce qu'il reste que 2 matchs, qui seront pas des matchs faciles. Mais je crois que le Grand Chelem nous tend les bras. Ouais. Bah écoute, pour finir, j'ai l'impression que tu es un homme de plusieurs vies, une grande vie, on va dire sportive, mais en même temps, tu faisais d'autres choses, tu apprenais d'autres choses, tu cherchais autre chose après le vie politique, mais en même temps, bah tu prépares la suite. C'est quoi ta prochaine vie que tu as envie de faire? Je sais que ça va, j'espère que ça continue pour toi, pardon, au niveau de ton rôle actuel, mais qu'est-ce que tu as envie de faire par la suite en fait? C'est quoi tes j'ai énormément d'envie, parfois trop. Et il faut avoir aussi la sagesse de les canaliser. Non, je peux pas te dire, parce que ça dépendra aussi évidemment du résultat de l'élection. Mais j'ai beaucoup de projets que j'aimerais mettre en place dans les années qui viennent. Voilà, j'ai envie de profiter au maximum aussi, voilà, du parcours que j'ai eu, qui est original, qui est un peu atypique, pour essayer voilà, de découvrir ce que je ne connais pas encore. Voilà, que ce soit dans l'entrepreneuriat, que ce soit dans la gestion des équipes aussi, et puis aller peut-être dans des secteurs que j'ai assez peu explorés encore en France ou à l'étranger. Donc voilà, j'ai vraiment j'ai mesuré dans ma vie pour moi et des gens proches, que aussi la précarité auquel on est tous soumis, et que tant qu'on est en bonne santé, qu'on a le pouvoir d'essayer de faire des choses, j'ai envie de pas me donner trop de cadres et trop de limites. Donc voilà, c'est très large. Je suis vraiment dans un moment d'ouverture où je ne sais pas ce que je ferai demain, pour le dire très clairement. Mais par contre, j'ai beaucoup de volonté d'élargir le champ. Voilà, j'ai la chance d'avoir une vie un peu exceptionnelle jusque-là, par le rugby et puis par mon parcours des 10 dernières années. Mais j'ai envie que ça continue. Je lutte contre l'ordinaire. C'est très bien dit, très bien. Écoute, je te souhaite plein de créativité dans la suite. Merci beaucoup d'être passé ici à Impact Pod. Je souhaite le meilleur pour la suite dans tous tes projets. Je te remercie. Merci, Pierre. Avec grand plaisir, merci.